Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du forum de la presse de ce vendredi, 4 sujets. La multiplication des attaques contre les casques bleus au nord du Mali, la rencontre entre la plateforme et la CMA à Alger, la suite de l'affaire Ahmed Al-Faki à la CPI, il doit comparaître le 22 août prochain, et le drame de l'immigration clandestine qui continue malheureusement de plus belle. Alors pour parler de tous ces sujets, nous recevons 3 journalistes, Paul Nguessan du Prétoire, Boubacar Paintao de l'Indépendant et Paul Ben, journaliste indépendant. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. 72 heures après l'attaque contre l'aménagement près de Sévaré en 5e région, une nouvelle attaque visant l'aménagement a fait des victimes à Gao. Il s'agissait d'ailleurs d'une double attaque puisque une autre à l'arme légère, cette fois-ci, a été perpétrée contre les domiciles des locataires du service de lutte anti-mine des Nations Unies. Alors, au lieu de s'arranger, on a l'impression que les choses se compliquent plutôt. Pourquoi, Paul Ben? Bonsoir Seydou Fomba, auditeur, auditrice de Studio Tamani, bonsoir. Je l'ai toujours dit ici sur vos antennes, tant qu'on ne reste pas pragmatique dans ce qu'on fait sur le terrain, on assistera toujours à ce genre d'action perpétrée par les terroristes, parce qu'actuellement, leur objectif, ce n'est pas de prendre des otages comme on l'a vu dans le passé. Leur objectif, c'est de terroriser, de faire peur, de frapper où ils peuvent le faire. Le dernier attentat, le grand attentat de Gao, avait 3 phases. En fait, c'est la dernière phase qui a réussi. La première phase visait l'hôtel Tizimizi, où les véhicules se sont embourbés, ils n'ont pas pu passer à l'action. Ils ont essayé au bon séjour. Ça n'a pas aussi marché parce que c'est sablonneux et les militaires qui étaient là ont vite réagi. Donc ils ont continué comme l'hôtel Bon Séjour est à 200 mètres du camp de l'aménagement. Ils ont essayé là-bas et puis ça a marché. Donc vraiment, je crois que ces gens sont prêts à tout. Donc il faut que nous soyons aussi prêts à tout. C'est un peu cela. Paul Nguessan du Prétoire. Oui, vraiment, une fois de plus, bonsoir aux éditeurs du studio Tamani, tout le plaisir pour être encore sur le plateau. Effectivement, il faut, comme l'a dit Paul Ben, il ne faudra pas que les gens soient surpris de cette attaque. Parce qu'aujourd'hui, ces terroristes, leur objectif n'est pas encore atteint. Parce que certes, il y a eu l'opération Serval qui, un temps soit peu, a permis quand même au pays de recouvrir le septentrion. Mais ces personnes-là, ces terroristes, ils sont toujours tapis dans l'ombre. Et leur objectif, c'est de terroriser. Et en plus, c'est pas seulement que les terrorisés. Et ils veulent que parce qu'en plus de ces terroristes, c'est des djihadistes. Donc l'État, l'application de la charia, les tient toujours à cœur. Donc, il faut forcément terroriser pour déstabiliser, pour qu'ils puissent vraiment instaurer l'État islamique. Donc il faut vraiment s'attendre à cela. Et maintenant, que faire? C'est la question qui reste. Il faut vraiment prendre des dispositions pour pouvoir faire face à ces attaques-là qui commencent à devenir vraiment inquiétantes. Alors, la situation qui se dégrade, donc, finalement, les attaques qui se font pratiquement quotidiennement à Boubacar Paintao, vous venez enfin, c'est Paul Nguessan, en fait, qui vient de s'exprimer sur la question. Nous allons à présent donner la parole à vous, Boubacar Paintao de l'Indépendant. Ça se dégrade. Est-ce qu'on doit rester comme ça, assister de façon pratiquement impuissant à cette dégradation? Non, je dirais non. Je remercie tous les auditeurs du studio Tamani. C'est regrettable, hein. On a tout le temps dit sur vos antennes la recrudescence de la violence vraiment dans le septentrion malien. C'est regrettable. Donc nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes. Mais au-delà de cet aspect, il faut que l'aménagement, parce que on est en train de s'acheminer vers le chemin où le commun, c'est-à-dire que le Malien lambda se pose la question, c'est-à-dire quelle est
c'est-à-dire la présence, à quoi sert la présence de la MINUSMA. La raison d'être même de la MINUSMA, vous voulez dire? De la MINUSMA au Mali. Parce que nous, on ne comprend pas. Hein. C'est-à-dire que pour le Malien lambda, ils sont là juste pour embellir, et puis voilà. Sinon, ça ne saurait s'expliquer. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire pour éviter ces genres de situations, je crois que c'est-à-dire qu'on en a assez vu. C'est-à-dire que la MINUSMA doit prendre ses responsabilités et l'État malien doit pousser la MINUSMA à prendre ses responsabilités. Je crois que c'est voilà. Allez-y aussi que pour les observateurs, fins observateurs de la scène sécuritaire du Nord, je vais signaler, il faut que les gens le sachent, aujourd'hui, le HCEA, que nous, dans notre jargon, on appelle les barbus civilisés, ont pris le devant de la scène. Aujourd'hui, tous les chefs qui étaient au MNLA, à part le colonel Assalat, tout le monde a rejoint le HCEA. Et on sait derrière le HCEA qui opère. Donc, la situation est très alarmante. Mon confrère venait de parler de la MINUSMA. Vous savez, la MINUSMA, elle essuie toutes sortes de critiques. Je lisais dans la presse, je l'ai entendu, le représentant du secrétaire général ici demande plus de contingents. Moi, je voudrais dire à monsieur le représentant spécial que ce n'est pas un problème de contingent, c'est un problème de mandat. Tant que la MINUSMA ne change pas son mandat, on va continuer à les tuer. Et malheureusement, il y a les dégâts collatéraux qui sont les citoyens maliens qui meurent et d'autres nationalités. Mais Paul Ben, il faut quand même reconnaître que même à New York, on a été quand même particulièrement sensible à ces dernières attaques dans la mesure où le secrétaire régional des Nations Unies, Ban Ki-moon, a demandé au Conseil de sécurité de renforcer les effectifs de la MINUSMA. Oui, M. Fomba, je ne vous coupe pas la parole, mais je viens de le dire. Hein, le problème, ce n'est pas de renforcer l'effectif. Vous allez amener, dans chaque continent, prenez un contingent. Vous l'amenez au Mali, au nord du Mali, comme la MINUSMA opère aujourd'hui, tant qu'elle ne change pas de mandat, c'est-à-dire, il faut qu'elle agisse. La MINUSMA a toutes sortes d'armements. Moi, je parle en connaissance de cause. Ils ont toutes sortes d'armements que Barkhane, par exemple, que Serval avait. Mais quand les gens sont là, ils disent qu'ils ne tirent pas. Quand vous dites à la MINUSMA, écoutez, il faut essayer de vous sécuriser, Oh, ce n'est pas dans notre mandat. Essayez de vous défendre. Ce n'est pas. Quand Ban Ki-moon demande quand même près de 500 policiers supplémentaires, on sait qu'avec cela, on obtiendra 2000 personnes. Il dit que le but, c'est de soutenir l'établissement d'unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et les crimes organisés transnational à Gao, Mopti et Tombouctou, ça me paraît assez important. Mais monsieur, pour moi, je voulais intervenir rapidement pour partir un peu dans le même sens que Paul Ben. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on a fait un état de dissuasion. L'opération Serval, avec la main de la MINUSMA d'abord, la faute d'abord de la CEDEAO, après la MINUSMA, ça c'était les fautes dissuasives. Aujourd'hui, on a fini ça parce qu'on a pu cadrer quand même le pays. Aujourd'hui, il faut une faute d'intervention. Même si on peut envoyer même 5, 10 000, 20 000 hommes, ça n'est pas la solution. Parce que l'ennemi en face, c'est une guerre asymétrique. Et lorsque vous ne pouvez pas tirer, vous ne pouvez pas sécuriser, vous ne pouvez pas vous sécuriser, vous ne pouvez pas sécuriser la population. Donc, vous voulez dire que même en portant l'effectif à 13 000 avec les 2500... 50 000, amener à 50 000. Ça n'a même pas sa valeur d'être. Il faut changer le mandat de la MINUSMA, donner la chance à la MINUSMA de pouvoir aussi riposter lorsqu'ils soient attaqués. Ils ont des Apaches, ils ont des drones. Ils ont toutes sortes d'armements. Ils ont toutes les sortes de véhicules blindés. Ils ont toutes sortes de moyens de renseignement. Mais le problème, c'est quoi ? Ils se cachent derrière la bannière des Nations Unies pour dire que si on est attaqué, on va utiliser l'article 7 ou 8. Ça, c'est quand... Vous savez, la MINUSMA, c'est comme les vases... comment on appelle les vases... je veux dire... Vous savez, la MINUSMA, quand vous voulez, par exemple, intervenir à la MINUSMA, on va vous dire qu'il faut demander jusqu'à New York. Ça va d'échelon en échelon. Et pendant ce temps, l'ennemi est là et puis il frappe. Donc il faut changer de méthode. Je crois qu'un jour, ils vont le faire. Juste ce que moi, je voudrais juste ajouter, c'est que on est en train de déplacer le problème. Ce n'est pas un problème d'effectif. C'est pas un problème d'effectif. C'est-à-dire que, comme mon confrère Paul Ben l'a dit, on ramène cet effectif à 50 000 tant qu'il ne change pas
leur façon de faire les choses, on va continuer à assister. Et la création d'une équipe d'intervention spéciale à Bamako au sein de la police de l'administration, tout cela, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il y a à Bamako ici? Qu'est-ce qu'il y a à Bamako ici? Parce qu'il faudrait que... Mais vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'effectif. On est en train de déplacer le problème. Ce n'est pas un problème d'effectif. Qu'est-ce qu'il y a à Bamako ici? À Bamako, il n'y a pratiquement rien. Là. À Bamako, la menace, elle est résiduelle partout. Mais c'est à Gao, Tombouctou, Kidal, Ansongo, Menaka, c'est là-bas où les djihadistes frappent. À Bamako, vous savez, à Bamako, quand vous crachez, ça tombe sur un porteur d'uniforme. On n'en a pas besoin à Bamako. Force spéciale, unité spéciale. Qu'ils aillent la faire au nord. Ça, c'est bien. Alors, le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est la CMA et la plateforme qui était donc en début de semaine à Alger. Et de là-bas, ils ont fait un appel qui va dans le sens de l'accélération de la mise en place d'une autorité de transition dans le nord du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Nguessa? Voilà, ça, c'est la plateforme et la CMA, je pense qu'ils sont en train de jouer à la comédie. Parce que là, nous sommes dans un processus où ils sont partie prenante, mais je pense que lorsqu'on veut avancer, ils reculent en arrière, ils font un pas en arrière. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase où on doit maintenant commencer à appliquer la DDR, démobilisation, réinsertion, et DDR, c'est démobilisation, désarmement et réinsertion. Mais aujourd'hui, je pense que c'est eux qui sont à la base, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres que les gens sont en train de communiquer, quand je vois la plateforme qui n'est pas de plus de 5000 combattants, je me dis, mais où sont tous ces combattants-là? Non, il faut qu'on soit sérieux. Parce qu'il ne faudra pas faire vouloir une chose et son contraire, parce que là, ils sont en train de faire de la surenchère. Ils font comme si c'est eux, ils veulent bien qu'on aille à la paix, alors que dans le fond, c'est qui ne veut pas qu'on va à la paix. Il faudrait qu'il y ait la comédie et que l'État, avec les autorités de Bamako puissent s'assumer pour qu'on quitte dans cette situation. Car plus on traîne, plus ça donne aussi la force à ces terroristes-là de toujours attaquer. Et quand on restera dans ça, l'attaque va toujours continuer. Je pense qu'il faudra que vraiment on essaie de revoir le match qui se pose. Boubacar Painta. Bon, moi, je pense que moi, j'ai une autre lecture de tout ça. C'est que la plateforme qui a été tout le temps qualifiée de proche du gouvernement, je crois qu'elle est désormais alliée avec la CEMA. C'est-à-dire que c'est cette lecture que moi, je fais de la situation. Parce que, en fait, c'est-à-dire que la mise en œuvre de l'accord, c'est-à-dire que les questions de réconciliation, moi, je pense que, c'est-à-dire, à mon humble avis, c'est-à-dire le gouvernement du Mali n'a pas encore jusqu'à présent affiché sa vision. Voilà ce que moi je veux. Voilà ce que moi je veux qu'on soit, et voilà ce que moi je veux qu'on fasse maintenant. Mais c'est-à-dire, moi je ne peux pas comprendre plus d'un an après la signature d'un accord, le gouvernement jusqu'à présent reste dans le dilatoire. Donc il va de soi que, mais voilà, donc c'est cette lecture que moi je fais de cette rencontre à Alger. Voilà, je suis certain que mon confrère n'est pas d'accord avec moi. Alors, Paul Ben, il y a quand même le représentant de la coordination qui a avancé quelque chose qui reproche le fait que rien n'a été fait jusqu'ici pour qu'on puisse avancer par rapport à cet accord. Il a d'ailleurs fait un appel, lui aussi, il a appelé la communauté internationale et la médiation internationale conduite par l'Algérie à consentir davantage d'efforts pour sauver l'accord. Mais l'accord il est véritablement en danger quand même. Oui, mais celui qui fait cette déclaration-là, qu'il nous laisse avec sa littérature. On n'en a que faire de cette littérature. C'est la CMA et la plateforme qui ont décidé il y a peu de temps de quitter la table du comité de suivi. Pourquoi ils l'ont fait? Mais qu'ils nous donnent les raisons sérieuses. Vous savez, les responsabilités sont partagées. Le gouvernement patauge. Aujourd'hui, dans le gouvernement, je ne sais pas combien de ministres il y a, parce que franchement, je ne m'intéresse pas du tout à ce gouvernement. Il patauge. Aujourd'hui, il y a deux principales personnes dans ce gouvernement qui ont en main ou qui détiennent les pouvoirs pour faire avancer ou faire reculer ce processus. Lequel? Il y a le ministre de la décentralisation et celui chargé de la reconstruction du Nord. Aujourd'hui, ils font leur politique. Ces derniers temps, vous avez certainement lu dans la presse beaucoup de plaintes par rapport aux autorités intérimaires. Moi, j'ai pris connaissance de certains documents. Certains sont confidentiels, certains ne le sont pas. Franchement, c'est d'une aberration. Ils font leur politique. Ils ne consultent personne.
il rencontre les groupes armés, il paraffe, il signe. Sur les documents, soit vous voyez le ministre de la décentralisation ou celui de la reconstruction du Nord. Vous ne verrez jamais qu'il y a 3 ou 4 ministres. Nous avons quand même, je crois, plus d'une trentaine de ministres dans le gouvernement. Nous avons un premier ministre, nous avons un président de la République. Le dernier décret en date qui est sujet à polémique ne figure dans aucun document officiel, dans aucun communiqué du Conseil des ministres. La convention dont la convention dont la CMA et la plateforme ont fait cas, moi je l'ai ici, elle est paraphée par qui on ne sait pas, elle n'est pas datée. Et on parle de 5 cercles dans la région de Ménaka, alors qu'il y a 4. Et le document est paraphé par qui on ne sait pas, et c'est le ministre de la reconstruction du Nord qui est noté sur ça. Mais n'oubliez pas, Paul, que finalement ces documents étaient quand même rejetés par le gouvernement, on peut dire pour vice de forme. Non, le document il est paraphé, c'est écrit. Oui, mais il n'est pas signé finalement, il a été rejeté, et c'est ce qui a poussé d'ailleurs la CMA et la plateforme à se retirer d'une rencontre. Mais qui a élaboré ce document? C'est le gouvernement. Et justement. Donc je vous dis que les responsabilités sont partagées. Et aujourd'hui, la plateforme et la CEMA, moi je suis désolé de le dire, la plateforme, les représentants de la plateforme et la CEMA qui sont aux soins du comité du suivi, ils travaillent pour leur poche, pour leur vente. Maître Aruna Touré, Al-Rabassa Kintala, Chega Kaoussa et consorts, ils travaillent pour leur poche. Les populations de Kidal sont là, elles souffrent, elles veulent qu'on avance, mais tant qu'ils auront les quelques millions de francs CFA par mois, tant qu'ils seront dans les avions, dans les beaux hôtels, franchement, ça ne va pas avancer. Maintenant, moi, la solution que je préconise, c'est que les partenaires comme la France tapent du poing sur la table, parce que notre gouvernement n'a pas les reins assez solides, c'est ce que j'ai constaté, pour essayer de faire avancer les choses. Il faut que la France tape du poing sur la table, les autres partenaires tapent du poing sur la table pour dire que franchement, maintenant, la récréation est terminée. Il faut qu'on avance. Le MOC, qui est noir sur blanc écrit dans l'accord, qui doit être mis en place parce que c'est la sécurité, avant les autorités intérimaires, est déjà constitué. Les véhicules sont achetés, ils sont garés dans les différentes régions. L'unité de coordination est déjà mise en place, mais on continue à nous raconter des histoires. Ça, c'est des histoires qu'on nous raconte. Il faut qu'on avance. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. 3 journalistes dans ce studio pour le forum de la presse de ce vendredi. Paul Nguessan du Prétoire, Bouakar Paintao de l'Indépendant et Paul Ben qui est journaliste indépendant. Alors, nous sommes donc en train d'évoquer cette rencontre en début de semaine entre la CMA et la plateforme à Alger. Alors, maintenant, je me tourne du côté de vous. Alors, Paul Nguessan, il y a deux Paul Nguessan du Prétoire. Donc, dites-nous, Paul, cette rencontre a été l'occasion pour les représentants quand même de la CMA de lancer des appels. Alors, on constate que tout le monde quand même se plaint de la lenteur par rapport à la mise en œuvre de l'accord, mais chaque côté accuse l'autre. Quand est-ce qu'on va sortir de cela? Bon, d'accord, moi je pense que ça, c'est comme l'a dit, c'est un jeu de dupes. Parce qu'il faut vraiment connaître un peu ces histoires de négociation pour mettre que chacun est en train de vouloir tirer le drap de son côté. Sinon, moi je ne peux pas concevoir d'abord que ce soit les autorités, que ce soit la plateforme, la CEMA, même les partenaires qui accompagnent, c'est-à-dire que la France, les Nations Unies, moi je dis qu'il y a un jeu de trou. Je ne veux pas concevoir qu'un accord qui a été signé, et cet accord même qu'on dit, on qualifie d'accord vraiment de l'un des meilleurs accords, parce que là ce sont les protagonistes même qui ont discuté, qui ont sorti un document, et là avec des partenaires qui doivent accompagner, on voit que ça t'entonne sur des points bien précis. Les partenaires, les Nations Unies récemment ont dit que l'accord traîne, mais ils sont membres du comité de suivi. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour que ça puisse évoluer? Ils ne disent rien. L'État, le gouvernement est là, il regarde. Tantôt ils disent non, on ne part pas par la force, on va essayer de passer par le dialogue. Mais un document signé noir sur blanc, où tout le monde a paraphé pour dire que ça nous permet de sortir de la crise. Comme le dit bien son nom, accord pour la paix et la réconciliation nationale. On attend quoi concrètement pour partir? Si déjà, comme l'a dit tout de suite Paul Ben, tout a été mis en place, les sites de cantonnement sont déjà prêts. Et au moment où on veut avancer, c'est là chacun vient se trouver. Et chose bizarre, c'est la plateforme de la semaine qui se trouve en Algérie. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas pour qu'elle puisse se retrouver en Algérie? On a été convoqués en urgence?
Sont-ils allés porter plainte contre les autorités? Sont-ils allés porter plainte contre les partenaires qui accompagnent le processus? Il y a un flou. Il faut qu'on s'assume. Tant qu'on ne peut pas s'assumer, tant que l'État va rester maillon faible, tant que les partenaires qui accompagnent le processus vont aussi jouer, vont pas tenir un langage de vérité, on sera dans ce sphère-là en train de tourner. Et pour finir, je pense que ça permet à ces djihadistes, parce qu'on dit les terroristes, ce n'est plus des Maliens, ça vient de la Syrie, ça vient de l'Irak, ça vient un peu de partout. On risque de faire du Mali, surtout le septentrion, un bastion très dangereux si on y prend garde. Il est temps qu'on siffle la fin de la récréation pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Boubacar Painta du Prétoire. Disons de l'indépendance. C'est compliqué. Maintenant, ce que moi je voudrais dire, c'est juste tout simplement le gouvernement du Mali, parce que c'est lui qui est d'abord intéressé, hein, parce que il s'agit de son territoire, c'est l'État. C'est-à-dire que le gouvernement du Mali doit afficher sa vision. Voilà réellement ce que nous voulons. Maintenant, les autres vont se poser la question, comment se donner les moyens pour atteindre ce que vous voulez? Donc, c'est-à-dire que le gouvernement doit afficher sa détermination, voilà ce que nous voulons. Mais en réalité, et le gouvernement du Mali, qui est le principal concerné, ne fait rien. C'est comme si les autres traînent les pieds, lui aussi il traîne les pieds, alors que à chaque fois qu'on traîne les pieds, les choses se compliquent davantage. À chaque fois qu'on saute une étape, les choses se compliquent davantage. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Le gouvernement doit afficher sa volonté. Voilà ce que nous voulons, point barre. Maintenant, ensemble, on va réfléchir comment atteindre cet objectif. Voilà. Mais tant que le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut et ne montre pas ce qu'il veut, je crois qu'il serait très difficile de parvenir à quelque chose de potable. Oui. Donc on va toujours pas tourner. Voilà, oui, d'autant plus que le gouvernement est devenu champion d'Afrique maintenant dans l'organisation des forats et des rencontres intercommunautaires. Ils sont tombés dans la facilité. Chaque fois, on est en train de vraiment de divaguer. On est en train de nous mener dans un autre bateau. Moi, je vois l'autre jour que les élus déserteurs demandent une compensation. Ça sera le prochain débat. On va nous faire oublier l'essentiel. Hein? L'essentiel, c'est quoi? C'est que mon confrère vient d'évoquer les sites de cantonnement. Franchement, les sites de cantonnement ne sont pas prêts. Ils ne sont pas du tout prêts à accueillir. Aucun. J'ai sillonné toutes les 3 régions du Nord. Aucun site de cantonnement n'est prêt à accueillir les ex-combattants. Aucun. Et la MINUSMA qui dit que ouais, ça traîne, je ne sais pas la MINUSMA, qu'est-ce qu'elle fait? Et, ils sont là en train de revendiquer, de réclamer plus de soldats pour faire quoi? Ils ne font rien. Le gouvernement du Mali, comme je l'ai dit, il patauge. Aujourd'hui, le processus de paix côté gouvernemental est pris en otage par 2 ministres. Ça ne vaut pas la CMA et la plateforme, franchement, ils peuvent nous laisser vraiment avancer, qu'ils essayent vraiment d'être pragmatiques, de nous dire ce qu'ils veulent, parce qu'on tourne en rond. Et c'est de bonne guerre. Je l'ai dit dernièrement quand j'étais là, les membres de la CMA qui sont les membres de la commission de gestion à Kidal, ils s'en mettent plein les poches. Et le gouvernement du Mali continue à envoyer de l'argent à Kidal, qui est géré par la CMA, par le comité de gestion. À ce rythme-là, vous pensez que si j'étais à leur place, moi aussi, je ne voudrais pas que ça avance. Je vais toujours faire une pirouette pour recommencer les choses. Donc il faut qu'on soit pragmatique de tous les côtés. Les partenaires du Mali, le gouvernement du Mali et les groupes armés. Alors, on va évoquer quand même ces dossiers qui divisent non seulement la classe politique malienne, mais aussi les groupes armés et le gouvernement. Il s'agit de la mise en place des autorités intérimaires. Alors, on a su que lors de cette rencontre donc à Alger, la CMA et la plateforme parlent plutôt d'une autorité de transition. Alors, il y a quand même une nuance. Hein? Écoutez, on ne va pas inventer une nouvelle grammaire. On va se limiter à ce qui est écrit dans l'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours des pirouettes à ne pas finir. Mais quand vous avez en face de vous un État qui balbutie, qui dandine, qui danse, qui souvent quand il a peur, il envoie de l'argent, des centaines de millions pour calmer les gens, mais vous pouvez continuer à faire le cinéma. Dans l'accord,
c'est écrit autorité intérimaire. Autorité de transition, c'est quoi? Ça, c'est du n'importe quoi. Ils peuvent continuer à prendre du thé à Alger. Quand ils reviendront, bon, on verra. Sinon, franchement, moi, ce n'est pas un débat qui a lieu. C'est écrit noir sur blanc, autorité intérimaire. Point barre. Paul Nguessan, je sais que vous vous intéressez, comme tous les journalistes d'ailleurs, à ce dossier, et le dossier relatif donc à la mise en place des autorités intérimaires. Ça fait toujours l'objet de débats. Comment est-ce que vous appréciez tous les débats qui ont lieu autour de ce document? Oui, moi j'ai vu l'accord quand je vois autorité intérimaire. Et moi, au fait, le premier jour j'ai vu, j'ai dit, mais autorité intérimaire par rapport à quoi concrètement? Parce que je ne comprends pas, on ne parle pas d'intérimaire. Et ce qui me choque un peu, c'est que j'ai l'impression que quand on parle, il y a deux Mali. Parce que dans l'autorité intérimaire pour le Nord, on a l'impression qu'il y a deux Mali. Il y a un Mali, voilà, justement. Alors, il faut rectifier parce qu'en fait, on a élargi à tous les pays. Voilà, il faudra que les gens, voilà, justement, non, mais après les débats, on va élargir au pays. Déjà, même, c'est déjà une erreur. Le fait qu'il faut d'abord qu'il y ait d'abord un débat pour qu'on puisse élargir à l'ensemble du pays. Ça, d'abord, c'est un problème qu'il faut d'abord voir. Et maintenant, les autorités intérimaires, on veut les installer. On veut installer l'intérimaire. L'intérimaire par rapport à quoi concrètement? Parce qu'aujourd'hui, la région du Nord qui était sous occupation des djihadistes et terroristes, après l'opération Serval, les gouverneurs ont repris quand même, les gouverneurs ont été redéployés. À Kidal, nul était la visite de Moussa Marakoto Bonkone, il y avait quand même un gouverneur, il y avait l'armée malienne qui était là. Il suffisait seulement que c'était un cercle de localité, il fallait seulement faire redéployer l'administration et les services étatiques. Mais le combat concrètement, on parle d'intérimaire par rapport à quoi? On veut intérimer quoi dans le septentrion malien ou bien sur le territoire malien. Donc, si je comprends bien, les gouverneurs qu'on vient de nommer, on vient de nommer un nouveau gouverneur à Bamako. Si on commence, elle perd sa place ou bien les maires ils perdent leur place. Concrètement, il faudrait qu'on explique bien aux gens. Qu'est-ce qu'on entend par intérimaire? On veut intérimer quoi? Ce débat doit se poser au-delà de toute considération partisane, politique, politicienne. Il faudrait qu'on pose un débat de façon claire pour que les gens puissent maîtriser, cerner réellement qu'est-ce qu'on veut faire du mot intérimaire. Ça, ce débat, il faudra qu'on pousse la réflexion pour que les gens puissent vraiment mieux maîtriser pour arrêter un peu les débats de couloir. Boubacar Painter de l'Indépendant. Bon, comme je l'ai tout le temps dit, bon, vous savez que l'accord a été signé, il y a beaucoup de points sur lesquels on peut apporter des analyses là-dessus. Je crois que la question des autorités intérimaires en est un. Mais la question que moi je me pose souvent, c'est-à-dire que l'autorité intérimaire, d'accord, pour le Nord ou encore pour les zones où on ne peut pas tout de suite organiser les élections, d'accord. Maintenant, dans les zones où on peut organiser les élections, pourquoi élargir? Parce que ça veut dire que le Nord prend en otage le Sud. Moi, je suis dans ce schéma, quoi. Parce que il faut des débats pour que cette mesure puisse être élargie sur l'ensemble du territoire, ça veut dire que c'est le Nord qui prend en otage le Sud. Maintenant, dans les zones où il n'y a pas de problème, on peut organiser les élections. Maintenant, dans les zones où il y a des problèmes, on attend un peu. C'est-à-dire que je crois que toutes ces questions ont été prises en compte par la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a comment est-ce qu'on appelle les délégations. Voilà, c'est-à-dire que les délégations spéciales. On peut mettre les délégations spéciales en place. Maintenant, pourquoi à chaque fois et à chaque événement, il faut chercher, je crois, une nouvelle... Je ne vois pas. Moi, je ne vois pas vraiment la nécessité de tout ça. C'est-à-dire que dans les zones où il n'y a pas de problème, organiser les élections là-bas. Maintenant, dans les zones où aujourd'hui, on sait que techniquement, on ne peut pas organiser les élections, on met en place les élections spéciales. Alors, vous voulez dire qu'il y a beaucoup de flou autour de cette question? Trop de flou, quoi. Parce que chaque événement, chaque situation, il faut un vocabulaire pour cela. Maintenant, quand est-ce qu'on va sortir de cela? C'est-à-dire, autorité intérimaire, pourquoi faire? Autorité intérimaire, délégation spéciale, quelle est la différence? Bon, moi, je ne vois pas, parce qu'il faudrait qu'on nous dise en quoi, c'est-à-dire que les autorités intérimaires sont différentes des délégations spéciales. Sinon, tout, moi je pense que, c'est-à-dire que si on ne parvient pas à mettre en place, c'est-à-dire à renouveler une mairie pendant, je crois, un certain nombre de temps, et bon, tout ça, c'est prévu dans la Constitution. Pourquoi ne pas appliquer cela? C'est cette question que je me pose. Et si à chaque événement, il faut chercher des mots, et bien, au moment où nous sommes en train de dire non, il ne faut pas dire intérimaire, il faut dire c'est-à-dire plutôt transitoire. Mais les choses avancent là. Les choses avancent. Vraiment, moi, sortant de ce vocabulaire-là, moi, je pense que
C'est-à-dire que la population souffre énormément, vraiment. Sortons de ce jeu de mots-là. Il sera donc 18h45 dans moins de 15 minutes. Nous allons observer une courte pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous sommes donc en train d'évoquer l'essentiel de l'actualité avec 3 journalistes. Dans ce studio, Paul Nguessan du Prétoire, Bouakar Paintao de l'Indépendant et Paul Ben, journaliste indépendant. Nous allons à présent nous intéresser à un nom, c'est Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Alors, le monsieur doit comparaître le 22 août prochain devant la CPI à La Haye. C'est la chambre de première instance 8 de la Cour pénale internationale qui a annoncé la date du procès aujourd'hui même. Alors, c'est un procès auquel vous vous intéressez certainement, Paul Ben? Bien sûr que je m'y intéresse parce que ce pseudo-terroriste, ce djihadiste que j'ai connu personnellement à Tombouctou, lors des heures sombres, a sémé vraiment la terreur. Bon, le chef d'inculpation, chef d'accusation plutôt, qui est ici posé, moi, je l'ai toujours trouvé un peu léger. C'est vrai que démolir ou détruire des monuments classés au patrimoine mondial, c'est une chose ignoble. Mais il a fait plus, il a fait pire. Je l'ai vu en action à Tombouctou. Dans le marché, je me rappelle d'une scène vers le 12 août 2012. C'est ignoble. C'est humiliant ce qu'il a fait subir aux gens. Donc, si c'est par ce bout qu'on peut l'épingler et le mettre au trou, comme on le dit pour longtemps, moi je crois que ce sera un bel exemple. Mais je voudrais qu'on fouille encore plus et qu'on cherche encore d'autres chefs d'inculpation. Et je crois que c'est de bonne guerre. Paul Nguessan. Oui, je pense que le fait d'envoyer Ahmad à la CPI, d'abord c'est un signe pour dire que, d'abord pour dissuader les gens, pour leur faire comprendre que tous les crimes que nous posons, on peut les répondre tôt ou tard devant la justice. Mais le problème, ce n'est pas seulement d'être à la CPI. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que quand on est à la CPI, bon, c'est fini, là-bas, c'est le sommet des sommets. Non. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Paul Ben, quand on dit quelqu'un, on donne des chefs d'accusation, quand vous regardez, par rapport à ce que l'homme a fait à son temps, et par rapport à ce qu'on inflige, on prend comme inculpation, il me dit, mais il y a un problème. Il faudra que, c'est vrai que le fait qu'il soit à la CPI aujourd'hui permet aux gens de comprendre que, attention, l'impunité doit prendre fin. Mais on commence son procès, on va voir d'abord ce que ça va donner. Et de par lui, il ne faut pas que ça soit lui seul. Il faudra, parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui sont là. Il faudra que ceux-là aussi, là, on peut aussi les interpeller pour qu'ils sachent que ce qu'ils ont commis durant ces 10 mois, que ça ne se fait pas, ça ne doit plus se répéter, mais il faut frapper fort. Et je pense que on sait d'abord la CPI, même si cette CPI est des fois critiquée, mais le fait de prendre un chef terroriste, et puis je pense que c'est une première même de voir un chef terroriste à la CPI, ça va dissuader les gens, et on attend la suite du procès pour pouvoir vraiment mieux cerner la suite, pour pouvoir mieux se prononcer. À présent, nous tournons du côté de Bouakar Paintao de l'Indépendant. Bon, vraiment, je crois qu'on a déjà débattu de cette question ici, de Al-Faki, parce que moi j'ai une vision, c'est que on nous détourne. C'est-à-dire que pour moi, la CPI fait ce qu'on appelle un coup de communication à travers Al-Faki. Parce que j'ai beaucoup de respect envers les mausolées, mais je crois que on a fait pire que tout ça. Des gens qui se sont rendus coupables d'exécutions sommaires sont logés dans les hôtels chics des capitales africaines. Eh bien, on va vraiment juger quelqu'un parce que tout simplement il a détruit. Bon, moi, je pense que c'est pour rejoindre un peu mon confrère, c'est-à-dire que le chef d'inculpation est trop léger, trop léger. Ils ont fait pire que tout ça. Bon, moi, je comprends. Bon,
parce que c'est de la communication. Hein. C'est-à-dire que, je l'ai dit en son temps, ils ont échoué avec le procès de Gbagbo, ils ont échoué avec le procès de Gloudé. Maintenant, il fallait réduire leur blason. Maintenant, ils ont fait tellement de communication autour de Al-Faki qu'on a oublié tout ça. Pour moi, à mon avis, ce n'est que la communication de la part de la Il aurait demandé pardon aux habitants des populations. Ça a un sens, ces pardons? Pardon Population de Tombouctou. Par rapport à quoi? Pardon? Non. Par rapport à la destruction des mausolées? Oui, bien sûr que oui. Lui, c'est un comédien. C'est un comédien parce que moi je dis, je voulais tout juste ajouter, après mon confrère, je voulais tout juste ajouter que dans toute cette machine judiciaire qui veut un peu élucider tous les affreuses choses que les djihadistes ont fait, le Mali lui-même reste à la traîne. On a ici à Bamako, Koura ou un peu partout au Mali des gens détenus qui ont posé des actes très ignobles mais qu'on n'arrive pas à juger. Après les nombreuses libérations en catimini, il y en a plein qui sont encore en prison. Il faut qu'on les juge. Il faut que le Mali aussi puisse juger ces gens-là. On les connaît. Le chef de la police islamique, il est là à Bamako. Il faut qu'on le juge là. Hein, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? La CPI, franchement, elle est à des milliers de kilomètres. Il faut que nous-mêmes, on fasse notre procès ici. Moi, je crois que j'ai lu dans certains journaux, lors de la première session de la cour d'assises, je crois qu'il y a des terroristes qui ont été libérés faute de preuves. Ben, moi, je ne comprends pas. Mais on est dans quoi? Oui, mais ils étaient certainement présumés terroristes, mais s'il n'y a pas de preuves, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on nous explique dans quel chemin nous sommes. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui a été pris sur le champ de bataille avec les armes. C'est largement suffisant. Alors, ça, c'est certainement un autre débat. Nous allons aborder un dernier point. Nous allons parler des migrations. Vous le savez autant que moi, alors, la Méditerranée qui continue donc de faire des victimes par centaines. Alors, on le disait il y a quelques jours sur ce même plateau, c'est donc l'hécatombe qui continue. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour le Ben? Ça, c'est la sempiternelle question qu'on se pose, nous, citoyens lambda. Et en novembre 2015, j'étais à Agadez. J'ai fait tout le trajet Bamako, Bobo, Ouaga, Niamey, Agadez, Arlit, jusqu'à la frontière libyenne pour suivre quelques migrants qui partaient en Espagne. Et le martyre qu'ils subissent en cours de route, avec les tracasseries policières, gendarmerie, tout ça. Et arrivé à Agadez, je n'ai pas de photo ici, si je vous montre comment ils voyagent, mais c'est pitoyable. Mais à qui la faute? À nos États. À nos États. Quand vous ne pouvez pas donner du travail à un jeune, mais il va chercher ailleurs. On a beau mettre... Au risque de périr. Ah ben bien sûr, mais l'Europe a beau investir dans... Vous savez, l'Europe a une politique en place. Elle est sourde. L'Europe, depuis quelques années, a mis une politique en place en complicité avec nos dirigeants. Dans certains pays, c'est flagrant. Dans d'autres pays, comme le Mali, ils le font en douce. C'est de bloquer les gens qui partent en Espagne ou bien qui partent chercher de l'argent ailleurs. Ils financent des projets pour bloquer ces gens. Vous pouvez les bloquer, mais au lieu de financer des projets pour les bloquer, mais sensibiliser le ministre. Vous savez, nous partons prêter de l'argent ailleurs, en Europe. Ces pays-là, leur économie est basée sur le secteur privé. Et le secteur privé est basé sur la formation professionnelle. Nous ne sommes pas fichus de former nos jeunes ici. On va acheter des meubles en Chine, en Turquie. On va acheter des chaussures ailleurs, alors que nous avons des peaux de cuir ici. On peut le faire ici, on a du bois. Et après, on va dire qu'on veut bloquer les jeunes pour qu'ils n'aillent pas en Europe. On ne veut pas, si on ne leur donne pas du travail ici, ils vont aller chercher ailleurs. Moi, vous savez, c'est écœurant. C'est écœurant tout ce qui se passe par rapport à la migration. Mais c'est un fonds de commerce pour certains dirigeants. C'est ça. Oui, la migration, c'est toujours d'actualité. C'est malheureux quand on parle parce que je pense que nos États en Afrique ne sont pas responsables, surtout nos dirigeants. Et avant que j'arrive, j'écoutais une chanson d'un artiste ivoirien, Ismaël Isaac, qui disait que plutôt la mort dans la mer que la honte devant ma mère.
Cette chanson m'a beaucoup inspiré quand je venais. Et effectivement, je pense qu'il a raison. Hein. Vous savez, imaginez-vous, hein, comme le disait Paul Ben, moi je pense sur un autre secteur, je prends le cas du Mali. On a eu comme héritage l'Office du Niger, que les colons ont laissé. Les colons ont créé l'Office du Niger dans le temps, c'était d'abord pour produire, pour nous d'abord, les esclaves, et puis prendre la richesse pour aller chez eux. Ils nous ont laissé ce formidable Office du Niger. Ça, il n'y a rien à dire, qui peut nourrir presque toute l'Afrique de l'Est et l'Afrique. Mais regardez, aujourd'hui, faites un tour dans la zone Office du Niger. Aujourd'hui, moi, on reconnaît que le gouvernement ne peut pas vraiment donner du travail à tout le monde. Mais si on a vraiment la politique agricole, si on revoit la politique agricole, je pense qu'aujourd'hui, l'immigration va cesser au Mali. Vous faites le tour de Kolongo, Bewani, toute la zone d'Office du Niger. Allez-y voir un peu d'abord ces travailleurs, ces agriculteurs qui travaillent avec des conditions vraiment caduques. Quand on parle des tracteurs, quand on parle des bœufs, non, ça c'est des conneries. J'ai été en Tunisie, à Sousse. Moi j'ai vu la politique agricole. Je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Hein. Aujourd'hui, si on veut que les jeunes retournent à la terre, ils veulent bien partir à la terre, mais quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'on prend pour les accompagner? Il n'y a pas. Vous allez à l'Office du Niger, j'ai pas Bewani récemment, j'étais à Bewani. Dès qu'il y a l'hivernage, les gens sont obligés de quitter les maisons parce que toutes les maisons s'écroulent. La politique de logements sociaux, au lieu de penser seulement qu'aux travailleurs aux militaires, on peut construire des logements sociaux dans ces zones-là, équipés, donnés à ces jeunes-là avec des mesures d'accompagnement. Les gens ne vont plus jamais, je dis qu'ils ne vont même plus avoir le courage de prendre la mer. On ne pense même pas à ça. On préfère toujours faire du surplace, du tape à l'œil, des tracteurs passifs, des tracteurs par là. Non, il faut revoir sur la politique agricole. Je pense qu'en Afrique, en Europe, le développement est venu, le salut est venu d'abord parce qu'ils sont autosuffisants. Tant qu'on n'est pas autosuffisant, on a beau parler, c'est comme si on n'a rien fait. Nos frères, et c'est les bras valides, ce qui fait mal, c'est les bras valides qui vont mourir dans la mer. Ça fait un de deux, ce qui fait mal. Récemment, il y a eu une rencontre à Paris. On parle de l'immigration. Pourquoi est-ce que les dirigeants attendent toujours que c'est l'Occident qui envoie des idées et puis court pour aller s'asseoir pour débattre? Non, mais c'est vos bras valides qui vont mourir dans la mer. C'est vos bras valides qui quittent le continent. Pourquoi ne pas réfléchir vous-même, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je pense que vraiment, il y a trop d'amalgame. Et si on continue, on s'amuse, c'est vrai. Les gens vont parce que moi, j'ai dit quoi? Moi, le gars s'est dit, moi, si j'arrive à Paris, même s'il faut aller laver un corps, que j'ai 1000 euros, quand j'ai converti avec 650 000 francs CFA, je préfère aller partir là-bas que de rester ici. Il faut revoir la politique. Boubacar Paintao de l'Indépendant. Oui, bon, je crois que pour la question de l'immigration, ça interpelle tout le monde. Hein. Mais ce que moi, je veux dire à mon frère que nos gouvernements ne vont rien faire. Parce que l'immigration, en fait, ils ne le disent pas, ça les arrange parce que ça affaiblit ce qu'on appelle la pression sociale. Parce que imaginez ces milliers de jeunes bras valides qui partent mourir dans les océans s'ils restaient dans le pays respectif, ce qui est sûr. Avec le manque d'emploi, le chômage, ceci, cela, je crois que la pression sociale serait très forte. C'est assez cynique comme idée. Non, mais c'est ça. Hein. Non, mais ça dit que c'est ça. Je crois que, bon, maintenant, donc, ils ne vont rien faire pour empêcher cela. C'est-à-dire qu'ils attendent toujours que l'Occident claque le doigt, ils partent, ils prennent de l'argent, ils viennent, et c'est toujours le même scénario qui va continuer. Maintenant, la question qu'il a évoquée par rapport à la zone Office du Niger, c'est-à-dire allez-y vérifier un peu, 80%, sinon 70% des terres appartiennent à ces fonctionnaires qui sont dans les bureaux. C'est-à-dire que les cultivateurs qui passent le temps, qui passent tout le temps, qui payent la redevance eau, qui payent l'engrais, qui payent tout, au bout du rouleau ne gagnent rien. Parce qu'ils louent ces terrains, ils louent ces champs avec les fonctionnaires qui sont dans les bureaux, qui n'ont jamais cultivé et qui ne cultiveront jamais ces terrains-là. Donc maintenant, les gens sont obligés de partir. Donc maintenant, nos gouvernants, ils ne disent pas, hein. C'est-à-dire, ils ne disent pas, mais ils encouragent les gens à partir, c'est pour affaiblir la pression sociale. Sinon, maintenant, c'est-à-dire... un autre... Très rapidement, parce qu'on n'a qu'une trentaine de secondes, maintenant, allez-y. Voilà, c'est-à-dire qu'une autre analyse que je peux faire de tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que toute l'Afrique veuille partir en Occident, je crois que c'est juste un rappel historique. Hein. Et il y a quelques années ou quelques siècles, l'Occident est venu nous envahir. Maintenant, c'est à notre temps aussi
Mais ça va envahir, revenir. voilà. L'Occident va revenir. On va les envahir. Ils vont revenir. L'Occident va revenir de toutes les façons parce que la population elle est vieillissante. Ils auront besoin des bras valides. Ils vont revenir. Voilà. Mais c'est là où on va régler nos calculs. Donc nous aussi on va les envahir. Maintenant ils ont beau, voilà, ils ont beau pris des mesures. Mais le ministère des Maliens de l'extérieur, il faut qu'on le ferme. Ça c'est la dernière chose que je voulais dire. C'est donc sur ces propos que s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 3 invités. C'était Paul Ben, qui est journaliste indépendant, Paul Nguessan du Prétoire et Bouakar Paintao de l'Indépendant. Réalisation Ousmane Diadje Touré, mise en onde Seydou Mbow, Gagné Kanté à la régie vidéo présentation Seydou Fomba. C'est donc tout pour cette émission. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum de la presse. Bon week-end à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.